Bonjour à toutes et à tous. Euh, Bienvenue dans les Chroniques Mission pour l'entrepreneur, tous les vendredis à 10h30 en live. Et puis, bien sûr, vous pouvez les retrouver sur la chaîne YouTube lorsque le sujet que nous avons évoqué peut servir à un entrepreneur que vous connaissez ou bien simplement vous allez tomber dessus un jour sur une de vos recherches. Et peut-être que ces chroniques vous aideront à résoudre un problème ou une question que vous vous posez dans votre vie entrepreneuriale. Aujourd'hui, le sujet, c'est quand faut-il surpayer une acquisition? C'est un sujet complexe que l'on a eu l'occasion d'évoquer cette semaine avec un de nos clients. Et donc, ça nous a permis de réfléchir un peu plus à la façon dont nous pouvons traiter ce sujet. Alors d'abord, il faut bien reconnaître que surpayer, ce que nous dit le Larousse, c'est que c'est payer quelque chose ou quelqu'un au-delà de ce qui est habituel, légal ou au-dessus de ce qu'il mérite, ou bien payer une marchandise trop chère. Donc, la question qui se cache derrière cette question de la croissance externe, eh bien, on vous en a déjà parlé, puisque Jean-Christophe, il y a de nombreux mois déjà, vous avez parlé des défis de la croissance externe, et que moi-même, au mois de novembre dernier, j'avais évoqué la croissance organique. Croissance externe, croissance organique, ce sont les deux modes pour une entreprise pour se développer. La croissance organique, c'est ce qu'on organise soi-même à l'intérieur de son entreprise avec ses ressources et ses moyens. Et donc, on fait des lancements de nouveaux produits, on déploie des stratégies marketing, on fait des efforts commerciaux, et ça, c'est organique. Et puis, la croissance externe, c'est quand on va acheter une entreprise autre que la sienne et qu'on va essayer de faire quelque chose en mélangeant ces deux organisations. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que la croissance externe, c'est à la fois une culture, un processus et une courbe d'expérience. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont faire toute leur vie professionnelle sur la croissance organique. Et c'est tout à fait OK, c'est tout à fait acceptable. On n'a pas besoin de faire de la croissance externe pour avoir une stratégie qui fonctionne. Et puis, il y a des entrepreneurs qui vont aller vers cette piste de la croissance externe pour accélérer leur croissance. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, bien entendu, lorsqu'on va faire de la croissance externe, on va allouer des ressources, c'est-à-dire du temps, de l'expertise et puis de l'argent, bien sûr. Et cette allocation de ressources, eh bien, elle se fera au détriment de la croissance organique. On n'a pas magiquement 2 fois plus de collaborateurs, 2 fois plus d'expertise, 2 fois plus d'argent. Et donc, c'est un arbitrage. Et il est bon de se le rappeler avant d'aller plus loin, c'est que la croissance externe, c'est un choix stratégique qu'on fait et qui va venir finalement obérer la croissance organique. Bien sûr, c'est un processus, il faut savoir trouver les opportunités, il faut savoir négocier l'acquisition et il faut savoir réussir l'intégration. Et comme toutes les activités humaines, que ce soit le violon, faire cuire des Saint-Jacques ou acheter une entreprise, eh bien, il y a une courbe d'expérience. C'est-à-dire que la première fois qu'on le fait, c'est généralement assez raté. La deuxième fois, c'est déjà mieux. Et puis, lorsqu'on l'a fait 20 fois, 30 fois, 40 fois, eh bien, on a évidemment une forme d'expérience qui permet d'éviter les erreurs principales et aussi de reconnaître les éléments précis, différents de chaque situation. Alors, la notion de surpayer une acquisition, c'est tellement fréquent que vous avez trouvé une abondante littérature de management et des articles de presse partout pour tous ceux qui nous écoutent en podcast. Je lis ici le titre d'un article du 14 mars 2022 de la Tribune. Le groupe Gorgé surpaye iXblue pour rafler cette pépite au nez de Thales et du fonds Adagia. Bon, alors, pour tout vous dire, le petit détail, c'est qu'ils ont acheté ça 410 millions d'euros, alors que ça fait que 138 millions d'euros de chiffre d'affaires. Mais du point de vue d'un certain nombre d'acteurs, ils ont surpayé. Alors, c'est un exemple, vous allez me dire, il y en a peut-être d'autres. Alors, en 2009, McKinsey, donc on repart une décennie en arrière,
petit peu plus qu'une décennie, et McKinsey dit notre indicateur de la création de valeur issue des fusions-acquisitions a subi un recul continu de 2005 à 2008. En creux, ça veut dire c'est vous avez payé trop cher, vous avez payé plus que la valeur entre 2005 et 2008. Avec beaucoup de lucidité, McKinsey dit cela va probablement perdurer en 2009. Je peux vous faire un petit aveu, ça a perduré en 2010, 2011, 2019, 2020, 2021 et ça continue à perdurer en 2022. Surpayer une acquisition a l'air d'être un vrai sujet. Et puis alors, je trouvais une pépite en préparant cette chronique, puisque 1er juillet 2004, les Échos nous annoncent que le PDG de JP Morgan est accusé d'avoir surpayé Bank One, donc il a dû acheter Bank One, pour rester en place. Alors là, ça c'est extraordinaire, il a surpayé cette acquisition pour rester en place 2 ans de plus. C'est en tout cas la théorie dans cet article des Échos du 1er juin 2004. Donc on comprend bien que surpayer, c'est fréquent. Et on comprend aussi que c'est un sujet complexe. Essayons de le déballer ensemble. D'abord, la valeur et le prix sont 2 concepts très différents. Chez Melchior, on a un proverbe, vous avez peut-être déjà entendu, mais qui est maison, qui commence de la façon suivante, il a la beauté est dans l'œil de celui qui regarde, c'est un proverbe connu. Et nous, on a rajouté la valeur est dans l'œil de celui qui achète. Ça veut dire qu'en réalité, un acquéreur, il peut avoir une vision de la valeur très différente d'un autre acquéreur potentiel. Et donc, il n'y a pas de vérité sur les questions de valeur. En revanche, le prix, c'est concret. Le prix, c'est ce que l'on paye, qu'on le paye au closing ou qu'on le paye dans le temps. Le prix, c'est quelque chose qui est connu ou calculable. Si je vous engage, si je vous achète votre entreprise pour 10 millions ou 100 millions d'euros plus 20% de l'EBITDA des 3 prochaines années, il y a une partie du prix qui est connue, la partie que je vous paye au closing, et puis une partie qui est calculable, c'est les 20% de l'EBITDA des 3 années qui suivent. Mais retenez d'abord que la valeur et le prix, c'est 2 choses différentes. Ensuite, la valeur, elle est subjective, contextuelle et temporaire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, évidemment, c'est vous qui décernez si une entreprise que vous rachetez a de la valeur et pourquoi, mais ça dépend beaucoup de votre contexte, c'est-à-dire que ça peut changer, et ça dépend de votre contexte aujourd'hui, c'est-à-dire que ça peut changer parce qu'il se passe quelque chose dans le marché qui fait que ce que vous aviez prévu ne peut plus arriver. Par exemple, tiens, l'inflation démarre, et c'est soit une bonne nouvelle, soit une mauvaise nouvelle, dans le cadre d'une acquisition que vous êtes en train d'étudier en ce moment. Eh bien, il faut le retenir. Il faut le retenir pourquoi? Parce qu'on ne peut pas oublier qu'il y a des biais cognitifs qui vous poussent à closer un deal sur lequel on a beaucoup travaillé. Et plus vous avez travaillé sur une acquisition, et moins vous sera facile de ne pas acheter l'entreprise. Et c'est quelque chose que les banquiers d'affaires savent depuis longtemps, c'est que lorsque vous êtes en train de vendre une entreprise et que vous cherchez le meilleur acheteur, celui qui va payer le plus cher, par exemple, pas forcément ça le meilleur, mais en tout cas, si vous êtes un banquier d'affaires qui n'est intéressé que par sa commission, vous allez chercher à trouver un acheteur qui paye très cher, eh bien, et vous allez faire travailler les acquéreurs d'une façon qui va leur rendre difficile le fait de reculer sur une acquisition. À l'inverse, si vous êtes acheteur, ben vous avez ce risque-là. Et puis, on va souvent vous parler des valorisations de marché. Donc, les valorisations de marché, c'est souvent aberrant. C'est un petit peu comme le marché immobilier. On vous parle en fait de 10 dernières transactions qui se sont produites. Et les 10 dernières transactions, c'est celles qui font le prix, que ce soit sur un marché boursier, que ce soit sur un marché immobilier, que ce soit sur un marché d'entreprise. On va vous dire, oui, aujourd'hui, ça vaut 12 fois l'EBITDA. Mais pourquoi? Parce que les dernières transactions se sont faites à 12 fois l'EBITDA, ou 3 fois le chiffre d'affaires, ou 50 fois le MRR, si vous êtes dans le SaaS, que sais-je.
souvent, quand on prend du recul et qu'on regarde ça sur longue période, on s'aperçoit qu'en réalité, c'est totalement aberrant, c'est loin des fondamentaux. Et donc, c'est intéressant de se rappeler que la valeur en ce moment d'une entreprise, si elle est un petit peu à la mode, c'est probablement un signal qu'il ne faut pas l'acheter. C'est probablement un signal qu'on achète une part de subjectif, une part d'aberration dans une bulle qui évidemment est compliquée. La deuxième grande question, c'est faut-il acheter les synergies? Alors, qu'est-ce que c'est que les synergies? Vous savez, c'est quand 1 plus 1, ça ne fait pas 2, ça fait plus que 2. Ah oui, d'accord. Alors, il y a 5 grandes formes de synergie. Je vais les lister, synergie de coûts, de revenus, synergie financière, stratégique et des synergies technologiques. Alors, on peut être effectivement, c'est une bonne idée, se poser toutes ces questions. Alors oui, du coup, combien je vais pouvoir économiser si on met tout le monde dans un seul bureau, on a à économiser les loyers d'un deuxième bureau. Ok. Ah, les synergies de revenus, vous comprenez, on a des clients en commun, ou bien toute cette base de clients, je pourrais déployer ma solution chez leurs clients, donc il y aura des synergies de revenus, etc., synergies financières, stratégiques, technologiques, vous pouvez toutes les lister. La problématique avec ça, c'est qu'une fois qu'on les a listés et qu'on les a quantifiés, d'accord, on se retrouve avec une question prégnante qui est: est-ce qu'on inclut les synergies dans la valorisation de la cible? Et là, je vais vous dire, c'est une question qui est un petit peu comme le sexe des anges. Vous allez obtenir autant de réponses que de personnes à qui vous allez poser la question. Et pourquoi? Parce que probablement, la vraie réponse, c'est « it depends ». Ça dépend. Et parfois oui, et parfois non. Et donc, il y a là un savoir-faire particulier qui est difficile à appréhender, qui est de savoir si on doit totalement intégrer les synergies dans la valorisation de la cible, et c'est probablement non, ou n'en intégrer aucune, et c'est probablement non aussi. Donc on est quelque part pris dans un raisonnement qui est complexe et qui est incertain. La prudence voudrait qu'on ne compte aucune synergie, mais dans ce cas-là, puisque le prix qu'on va offrir sera-t-il acceptable pour le vendeur, on n'en sait rien. Mais c'est ce qui est le plus sûr, puisque vous vous dites, même s'il n'y a pas de synergie, j'achète cette entreprise pour ce qu'elle vaut, elle toute seule, d'accord? Et puis, les synergies, elles sont faciles à calculer sur le papier, sont difficiles à mettre en œuvre, donc il est déraisonnable de les compter à 100%. Autre chose, une stratégie d'acquisition, ça présente, croissance externe, des risques majeurs. Et ces risques, on aura tendance à les sous-estimer. Notamment, le premier des risques, c'est d'acquérir sans une stratégie solide. Je vous donne un exemple. Vous êtes un distributeur de peinture pour l'industrie et vous êtes globalement présent plutôt dans l'Est de la France. Super, bravo, good job. Et vous avez soudainement l'opportunité d'acquérir un de vos confrères qui est présent dans le nord de la France. Et donc, c'est un métier que vous connaissez bien, vous avez peut-être déjà eu l'occasion de travailler avec eux, vous avez les mêmes fournisseurs, vous avez peut-être un peu les mêmes clients ou les mêmes typologies de clients. Vous allez vous dire finalement, allez, c'est une bonne idée de faire finalement une croissance pour une raison géographique. Et donc, les fonds d'investissement qui, depuis les années 90, ratissent l'industrie européenne, ont joué à ce jeu-là de façon assez simple, en disant voilà, un acteur local devient un acteur régional devient un acteur national, et un acteur national devient un acteur européen, et un acteur européen devient un acteur mondial, et ça tombe bien, ça fait 5 LBO de suite, basés sur une pure stratégie d'acquisition et d'intégration. Ce sont des châteaux de cartes qui finissent par s'écrouler en général lors de la sortie en bourse, avant que finalement les synergies et la gestion de cultures tellement différentes finissent par s'effondrer. Ce que je veux dire, c'est que avant d'acquérir une entreprise, on va prendre un risque assez fort et donc il faut être sur une question stratégique majeure. On n'achète pas une entreprise parce qu'on a une opportunité, en tout cas c'est notre conviction, on n'achète pas une entreprise parce que
on en a envie. On se pose sérieusement et à plusieurs la question de la cohérence stratégique. Deuxième type de risque majeur, ça ne vous surprendra pas, surévaluer les synergies. Hein, qu'on les ait comptées dans le prix ou pas d'ailleurs, mais surévaluer les synergies. En se dire qu'on va réussir à faire plus ensemble, et ben, parfois c'est moins ensemble. Sous-estimer les différences de culture. Bon, vous le savez, si vous êtes habitué de ces chroniques, on parle souvent de culture d'entreprise. Je vous rappelle, la culture d'entreprise, c'est ce qui reste quand vous quittez la pièce. Et c'est l'entrepreneur en général qui met une grande partie de son ADN dans cette culture d'entreprise. S'il a fait attention de déployer sa culture d'entreprise, de l'entretenir, de la garder vivante, eh bien, dites-vous que l'acquisition que vous faites, elle aussi, elle a sa culture d'entreprise. Il y a assez peu de chances que ce soit la même que la vôtre. Et donc, vous allez vous retrouver avec des nouveaux collaborateurs qui vont être totalement déboussolés par votre façon de faire. Et donc, du coup, la différence de culture, c'est probablement le premier motif d'échec d'une intégration d'une croissance externe. Et c'est totalement sous-estimé. Il y a des conflits opérationnels. Quand vous allez redéployer les équipes de votre entreprise que vous rachetez pour faire les choses à votre manière, vous allez peut-être heurter des sensibilités, réduire des rémunérations, changer de poste ou tout simplement changer d'outils informatiques les gens de l'entreprise que vous avez acquise, eh bien, ça va mener à des conflits opérationnels entre vos équipes et les équipes de la société que vous achetez. Et puis, ce n'est pas fini. Il y en a d'autres, des risques majeurs. Comment résister à vos conseils? Vous savez, tous ceux qui sont payés, si ça se fait. La banque conseille, bien sûr, mais également les avocats, mais également les auditeurs. Et en général, tous les gens qui vous épaulent et qui sont rémunérés en success fee, ils veulent que ça marche. Vous vous rendez compte qu'une acquisition, c'est 6 à 18 mois de travail, et que 6 à 18 mois de travail, ce n'est pas avec les honoraires de début de mission que vous allez leur confier que ces gens-là peuvent vivre. Ce sont des métiers complexes, avec des gens qui sont payés très cher, parce que c'est complexe, justement, et donc ils vont vous pousser à acheter. Et c'est leur métier. C'est leur métier de vous aider à aller dans cette direction-là qui leur est favorable. Maintenant, c'est difficile de résister à ça. Et puis, autre risque majeur, bien sûr, le départ des collaborateurs clés. Vous achetez l'entreprise et je vous rappelle, on a fait une chronique sur le sujet, le talent est mobile. Et donc, le talent, c'est ce qui part en premier lorsque votre projet ou votre personnalité ne revient pas aux gens de l'entreprise que vous rachetez. Donc, si vous perdez les deux meilleurs commerciaux, le patron de la supply chain qui était super bon et, je ne sais pas moi, n'importe lequel des hommes et des femmes clés de l'entreprise, vous avez payé pourquoi en fait? Garder les moins bons, ceux qui n'ont pas de possibilité de s'en aller. Ça pose une petite question sur la valeur. Alors, en conclusion, maintenant que je vous ai bien fait peur, on ne dit pas qu'il ne faut pas faire de croissance externe. C'est vraiment un outil qui est à votre disposition dans la gamme de toutes les stratégies que vous pouvez déployer. Mais, dans la plupart des cas, les acquisitions détruisent de la valeur, notamment parce qu'on a surestimé les synergies et qu'on a sous-estimé les difficultés d'intégration. C'est un grand classique. Et donc, il est sage d'acheter à un prix raisonnable. Alors voilà, vous allez dire oui, c'est l'Auvergnat qui ressort, tout ça, tant que c'est pas cher, il n'est pas content. C'est un peu vrai. Et quand vous regardez, mais c'est plus subtil que ça, quand vous regardez quelqu'un comme Warren Buffett, il est capable de payer plus cher que le marché une entreprise cotée. Pourquoi? Parce qu'il a fait son analyse et qu'il a vu qu'en réalité, la valeur de ce qu'il achète est largement supérieure au cours de bourse, puisqu'il achète des sociétés cotées. Et donc, il ne surpaye jamais ses acquisitions. Bien au contraire, il est connu pour acheter vraiment pas cher. La difficulté, quand on regarde la stratégie de Warren Buffett, c'est que personne ne comprend pourquoi il va payer 50% de plus que le dernier cours de bourse et considérer en même temps qu'il fait une bonne affaire. Et c'est tout ce travail d'intelligence
et d'expérience qu'il y a chez Warren Buffett et Charlie Munger et leurs équipes, qui est de déterminer la valeur d'une entreprise et de s'apercevoir que le prix qu'ils sont prêts à payer, ben finalement, c'est plus cher que ce que le marché offre. Donc, vous voyez, c'est pas acheter pas cher, la vraie clé, c'est acheter à un prix raisonnable, d'une façon qu'on peut expliquer. La part du financement qui est apportée par la banque, c'est un bon indicateur. Parce que vous savez, les banquiers, ils en ont rencontré pendant des siècles. Des entrepreneurs qui venaient leur expliquer que c'était une bonne affaire d'acheter cette entreprise à ce prix-là. Et donc, ils ont développé une forme de prudence en se disant, oui, écoutez, nous, on n'ira pas plus que. Voilà. Ça vous donne à peu près le prix bas. C'est-à-dire que tout ce qu'il y a au-dessus, vous allez devoir le remplir, soit avec des fonds propres, soit avec des quasi-fonds propres, soit avec du crédit vendeur, autrement dit, des choses qui vont vous coûter plus cher que de la dette bancaire. Et donc, c'est toujours une bonne idée de se dire, bon, mais tiens, à combien est-ce que la banque est prête à me suivre sur ce projet d'acquisition? Et puis, bien sûr, il y a une courbe d'expérience à gravir. Lorsque vous serez à votre 40e, 50e, 60e acquisition, vous aurez, bien sûr, il y a le risque de la surconfiance, mais vous aurez, depuis le temps que ça vous a appris que tout n'est pas rose au pays de la panthère, comme dirait Jean-Christophe, et que finalement, entre la valeur qu'on a imaginée, le prix qu'on a payé et la réalité de la valeur qu'on a créée après coup, qu'elle soit financière ou non financière d'ailleurs, eh bien, il y a un écart et qu'on s'est souvent trompé. Donc, pour finir, parce qu'il faut bien finir, mon sentiment, c'est que sur les questions d'acquisition, vous ne pouvez pas faire l'économie d'être très raisonnable dans votre approche de prix. Et que chaque fois que vous allez vous laisser entraîner à payer un peu plus, voire beaucoup plus que ce que l'analyse raisonnable propose, vous êtes en réalité très probablement dans une situation de danger où vous allez détruire de la valeur. Et donc, il vaut mieux ne pas faire de notre principe. Il vaut mieux ne pas faire, d'accord, que de faire à un prix trop élevé. Et en même temps, parce que c'est là toute la subtilité, en même temps, parfois, on a tendance à être déraisonnable dans l'autre sens. On a le cas là, en ce moment, d'un de nos clients qui regarde une acquisition dans laquelle il y a à l'évidence des synergies simples à mettre en œuvre et dont il y a une grande probabilité de pouvoir les réussir. Qui a les ressources nécessaires pour faire cette acquisition, puisque à la fois ses banquiers le suivent et il a toute la trésorerie nécessaire pour apporter la part complémentaire. Et donc, à l'inverse, on est en train de regarder avec lui le fait qu'il est trop prudent, qu'il est trop conservateur dans son approche de la valeur, que le risque qu'il prend à payer quelques millions d'euros en plus, puisque l'acquisition est de l'ordre de 50 millions, qu'il a le risque qu'il prend à ne pas faire cette acquisition est supérieur au risque de surpayer. Donc, comme vous le voyez, c'est un sujet complexe et on serait ravi d'en parler au cas par cas avec vous. Et si vous avez des questions, je pense qu'il y en a une, je serais ravi d'essayer d'aller plus loin. Merci beaucoup, Patrick. Patrice, tu voulais prendre la parole? Ouais, j'ai une demi-anecdote, mais c'est pas tant une anecdote qu'une métaphore. Je connais quelqu'un qui disait que le seul appartement qu'on ne paye jamais trop cher, c'est celui qui est juste à côté du vôtre. Sous-entendu, réunir deux appartements, c'est un Bon, tel trésor de valeur que même si tu le payes au-dessus du prix du marché, en fait, tu ne le payes pas au-dessus du prix du marché. C'est peut-être ça le parallèle qu'on peut dresser. et Quels là, sont on les peut, coûts de vie vite? Quelles sont la valeur ajoutée cachée que je ne vois pas ou que plein de gens ne voient pas? là c'est une synergie en fait qu'on va valoriser. Hein. C'est clairement, c'est le sujet de la synergie, mais il n'est pas à oublier ou à mésestimer. C'est comme tu disais très justement.
Voilà, et donc c'est un cas classique où on va payer plus cher parce que on évite le déménagement, parce que on connaît déjà l'immeuble, parce que c'est quelque part beaucoup plus simple de s'agrandir de cette façon que de déménager et qu'on se dit aussi qu'un appartement plus grand aura plus de valeur et qu'au cas le pire, on pourra toujours le redécouper en deux et le revendre en deux parties. Donc, c'est un très bon exemple. Merci, merci Patricia. Une remarque de Richard qui dit, rappelez-vous l'acquisition de YouTube et plus récemment de WhatsApp, voilà effectivement deux acquisitions qui avaient l'air d'être surpayées d'une façon énorme, mais en réalité se sont avérés des paris gagnants d'une façon étonnante, puisque et YouTube et WhatsApp sont devenus des très grands succès. Et le cas classique d'Instagram qui n'avait que 30 collaborateurs et à qui on a proposé 1 milliard pour les racheter. Alors que la boîte, je crois qu'on en avait parlé ici, n'avait que 12 ou 18 mois. Donc, il est évident que vous allez trouver des histoires de réussite du côté de personnes qui ont surpayé des acquisitions. Mais est-ce que l'entrepreneur peut se le permettre? C'est une autre question. C'est est-ce qu'un entrepreneur peut se permettre de mettre en péril ce qu'il a déjà en surpayant une acquisition, ou est-ce qu'il faut qu'il mette plutôt un processus de détection de cibles peut-être plus modestes, à des prix plus raisonnables? Vous voyez où notre cœur balance. Notre cœur balance du côté de ces stratégies prudentes, tout en reconnaissant, et c'est toute la difficulté, que parfois c'est l'inverse qui va fonctionner. Donc, raisonner aussi en perte acceptable, comme dans l'effectuation. Raisonnons aussi en disant qu'est-ce qui se passe si ça tourne mal? Patrick, j'ai une question. Oui, Mathieu. Elon Musk, est-ce que c'est un entrepreneur en voulant racheter Twitter et en le sortant de la bourse? Ah, double question. La question est-il un entrepreneur? Je pense qu'on peut y répondre oui, indépendamment. Est-il en train de surpayer Twitter? Ça, c'est la bonne question à se poser. Alors, on va attendre que l'histoire soit terminée et on se reposera la question dans 1 mois, 2 mois, 3 mois, s'il l'achète. Mais ce que je trouve fascinant, c'est qu'après avoir pris une participation importante, donc il a déjà investi de l'argent, lancé son OPA, ou son offre publique, enfin le projet d'offre publique, il est en train de faire baisser le prix de façon très importante, en parlant de ses faux comptes et du pourcentage des faux comptes chez Twitter. Moi, je ne sais pas. Il y a quelques années, on avait croisé un gestionnaire de fonds cotés qui gérait un petit fonds action français. Et le gars, il avait une recette. Il disait, moi, je suis Bolloré. Alors Vincent Bolloré, pour ceux qui s'en souviennent un petit peu, à partir des années 90, il est rentré dans une logique frénétique de coups boursiers qui lui ont amené beaucoup d'argent. Et ensuite, il a fait des acquisitions stratégiques, notamment Vivendi. Et puis, en ce moment, visiblement, il s'intéresse à Lagardère. Bon. Mais lui, il investissait en même temps que Bolloré. Il dit, quand Bolloré lance une offre, je sais que ça va être une bonne affaire. Et donc, je le suis. Et d'ailleurs, c'est quand même le degré zéro de la pensée pour un gestionnaire de fonds actions. Pas du tout. C'était très logique. Il disait simplement, quand Vincent Bolloré achète, il achète quelque chose qui est sous-évalué par le marché. Et donc, en apparence, il offre une prime, méthode un peu Warren Buffett. En apparence, il offre une prime sur la valeur cotée. En réalité, ça vaut au moins 2 ou 3 fois plus. Et donc, du coup, il avait des superbes performances. Voilà. Donc, est-ce qu'on verra bien si, dans le cas de Twitter, si Elon Musk arrive à l'acheter, eh bien, on a un raisonnement du même type. Et je rappelle que la roche tarpéienne est proche du Capitole, façon pour les Romains de rappeler que de temps en temps, ils jetaient leurs sénateurs dans le vide. Et donc, ils allaient les chercher au Sénat et ils les jetaient de la falaise d'à côté. Des façons de renouveler l'Assemblée nationale. J'ai perdu un peu de mode, on ne fait plus comme ça. Mais ça dit aussi que du succès à l'échec, il n'y a qu'un pas. Et que l'hubris, l'orgueil,
est votre principal ennemi dans ce genre de situation. S'il n'y a plus de questions, et en l'absence de Jean-Christophe, que nous regrettons évidemment, mais que nous retrouverons la semaine prochaine, je vous donne rendez-vous vendredi prochain à 10h30 pour d'autres chroniques, pour parler d'autres sujets qui vont intéresser les entrepreneurs. Et d'ici là, je vous souhaite un bon vendredi, un bon week-end et une bonne semaine. À bientôt. Merci Patrick. Ciao, ciao. Bon après-midi. À bientôt. À bientôt. Merci à tous. Un bon week-end. Bon week-end. Tu fais attention à l'âne, hein, Eugénie.